Je m'appelle Ethan. J'ai 32 ans, et mes parents m'ont laissé dans un restaurant chic avec une facture de 12 000 $ comme une blague. Avant de vous raconter comment leur monde s'est effondré et comment ils sont venus me supplier seulement 3 jours plus tard, faites-moi une faveur et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est toujours cool de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé lors de ce qui était censé être une étape importante, une célébration de l'homme que, pendant toute ma vie, j'avais désespérément essayé de satisfaire, mon père, Frank Taylor. Il allait avoir 60 ans. Dans notre petite ville de Ridgeview, en Pennsylvanie, mon père était un titan. Il était le PDG d'une entreprise technologique régionale, un nom que les gens connaissaient, un homme qui inspirait le respect quand il entrait dans une pièce. Pour le monde, il était un pilier de la communauté. Mais à la maison, à l'intérieur des murs de la vaste maison où j'ai grandi, il était un type de souverain différent, un roi d'un petit royaume malheureux, et j'étais sa déception permanente. Vous voyez, j'étais le fils qui s'était échappé, mais pas comme il le voulait. J'ai déménagé à Chicago et j'ai bâti une carrière réussie en tant qu'ingénieur logiciel. J'avais ma propre vie, mon propre succès. Mais dans leur monde, mon succès était toujours considéré comme moindre. Ce n'était pas Harvard comme ma sœur aînée Rebecca. Ce n'était pas un mariage avec un politicien au sourire de publicité pour dentifrice comme son mari, Derek. Mon travail était sur des ordinateurs, quelque chose que mon père appelait mes petits jeux. Ce n'était pas assez réel pour lui. Et pourtant, malgré le fait que ma vie se déroule à un continent de distance, c'est moi sur qui il s'appuyait. J'étais le pilier silencieux et invisible qui soutenait leur façade en ruine. Lorsque la thérapie par le shopping de ma mère a entraîné une facture de carte de crédit qui l'a fait halter, c'est moi qui l'ai discrètement réglée. Lorsque le paiement hypothécaire était en retard d'une semaine et que la banque a commencé à appeler, un simple texto à moi ferait disparaître le problème. C'était un accord tacite et décourageant que j'avais accepté pendant des années, alimenté par l'espoir stupide et têtu qu'un jour, j'en ferai assez, je donnerai assez, je serai assez pour enfin gagner leur respect, pour enfin être vu comme leur fils, et pas seulement leur fonds d'urgence. Cet anniversaire, je me suis dit, serait le bon. 60 ans, un repère. J'ai décidé de faire un grand geste. J'ai passé des mois à mettre de l'argent de côté et je lui ai acheté une montre. C'était une belle montre suisse classique qui coûtait 5 000 $. C'était plus qu'un cadeau, c'était une déclaration, une supplication, voyez-moi, valorisez-moi, reconnaissez-moi. Le soir du dîner, je pouvais sentir la lourde boîte en bois lisse dans la poche de mon manteau. Ce poids était un rappel constant et tangible de mon espoir. Le restaurant était The Amber, un endroit si exclusif qu'il ressemblait à un club privé. Les nappes étaient d'un blanc éblouissant. Les serveurs se déplaçaient avec une grâce silencieuse et troublante. J'avais réservé leur meilleure salle à manger privée et, bien sûr, je payais tout. C'était une évidence. Après le repas, après que ma famille se soit éclipsée pour leur surprise, la directrice, une femme nommée Maria, aux yeux doux et tristes, s'est approchée de ma table. La pitié dans son expression était une sirène d'alarme. Elle m'a regardé, puis la facture dans sa main, puis de nouveau moi. Monsieur Miller, dit-elle, sa voix douce, presque un murmure, lorsque votre père a fait la réservation, il a mentionné que vous vous occuperez de toutes les dépenses ce soir. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, mais j'ai acquiescé. Oui, c'est exact. C'était le plan. Elle s'est mordu la lèvre, hésitant avant de porter le coup. C'est juste. Il a aussi dit autre chose. Il a dit à mon collègue de considérer cette soirée comme un investissement essentiel dans l'avenir de la famille. Les mots sont restés en suspens dans l'air, froid et étranger. Un investissement, pas une fête, pas une célébration. C'était le premier signe clair que cette nuit n'était pas pour ses 60 ans, il s'agissait de ce qu'il pensait pouvoir obtenir de moi. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais je n'étais pas un invité d'honneur à un dîner d'anniversaire. J'étais le veau gras, et l'abattage était sur le point de commencer. Pour comprendre pourquoi un homme de 32 ans, un ingénieur prospère vivant selon ses propres termes dans une grande ville, serait toujours empêtré dans cette toile, vous devez comprendre la nature des chaînes. Elles n'étaient pas forgées d'amour. Elles étaient forgées à partir d'un mélange soigneusement élaboré de culpabilité, d'obligation et de la carotte d'un héritage que l'on m'avait appris à croire était aussi le mien. L'entreprise de mon père, Taylor Innovation, était un fantôme. De l'extérieur, elle avait toujours le siège social brillant, et mon père avait toujours le titre de PDG, mais à l'intérieur, elle pourrissait. C'était un dinosaure qui s'enfonçait dans le bourbier de la technologie moderne,
et jetait l'effort secret et frénétique pour essayer de maintenir sa tête hors de l'eau. Ce n'était pas un développement récent. L'hémorragie avait commencé il y a des années. Je me souviens de mon premier investissement important. C'était il y a environ 3 ans. Je venais de recevoir une énorme prime pour un projet dans lequel j'avais investi ma vie pendant 1 an. J'étais extatique, déjà en train de faire du shopping mentalement pour un condo au centre-ville de Chicago, ma propre part du monde. Puis le téléphone a sonné. C'était mon père. « Ethan, mon fils, commença-t-il, sa voix empreinte de ce genre particulier de désinvolture forcée qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Écoute, juste un petit problème temporaire de trésorerie ici au bureau. Les chiffres trimestriels sont un peu faibles. Je dois payer les employés. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent juste avant les vacances. Pourrais-tu me prêter 20 000 $ juste pour quelques semaines? Le contrat Henderson est sur le point d'être conclu. C'est une certitude. Bien sûr, pour l'entreprise, pour les employés, pour lui. Je n'ai même pas hésité. Le condo pouvait attendre. C'était la famille. C'était la responsabilité. J'ai transféré l'argent le jour même. Le contrat Henderson, bien sûr, ne s'est jamais concrétisé. Mes 20 000 $ sont également devenus un fantôme, absorbés dans la dette sans cesse croissante de l'entreprise, dont on n'a plus jamais parlé. C'est la première fois que j'ai senti le crochet froid s'enfoncer. La deuxième fois a été pire. Il a pris l'avion pour Chicago. Il s'est présenté à mon bureau en paraissant plus vieux, plus désespéré. Il n'a pas seulement demandé de l'argent. Il a fait toute une représentation. Il a étalé des plans et des projections sur la table de ma salle de conférence, une vision grandiose d'une nouvelle gamme de produits que même moi, avec mes connaissances limitées en matériel, pouvais voir qu'elle était dépassée d'une décennie. C'est ça, Ethan, dit-il, les yeux brillants d'un éclat de vendeur désespéré. C'est la réinvention, le retour. Mais les banques, ce sont des lâches. Elles ne voient pas la vision. Elles veulent des années de déclaration de bénéfices, pas de potentiel. Il a mis sa main sur mon épaule, sa prise étonnamment ferme. Mais tu le vois, n'est-ce pas? Tu es un bâtisseur. Tu es un innovateur. Tu es mon fils. Les mots étaient un cocktail soigneusement choisi de flatterie et d'obligation. Il ne demandait pas seulement de l'argent, il demandait la foi. J'ai besoin de 50 000 $, Ethan. Ce n'est pas un prêt, dit-il en me regardant droit dans les yeux. C'est ta part, ton investissement. Je vais faire de toi un partenaire minoritaire, un investissement dans le nom Taylor. Notre nom. Je me souviens avoir regardé mes propres prévisions financières, le rêve de mon condo s'éloignant de plus en plus. Et puis j'ai regardé le visage de mon père, un masque d'espoir et de peur, et j'ai cédé. J'ai signé le chèque. Les papiers de partenariat ne sont jamais venus. C'était la vraie nature de mes chaînes. Ce n'était pas seulement un fils qui aidait ses parents. C'était un fils qui était systématiquement saigné à blanc pour maintenir un empire en faillite à flot, le tout sous le couvert du devoir familial, la réputation de mon père, la vie sociale de ma mère, l'adhésion au country club, la grande maison. C'était tout un décor de théâtre, et c'était moi qui payais secrètement la facture d'éclairage. Si je partais, tout le décor s'effondrerait, et il avait fait en sorte que l'effondrement me paraisse être de ma faute. La manipulation émotionnelle était constante, un poison de faible intensité que je consommais depuis toujours. Thanksgiving, juste 1 an avant l'incident du restaurant, en était un parfait exemple. J'étais rentré chez moi en avion, apportant avec moi un bourbon artisanal coûteux pour mon père et un délicat foulard en soie pour ma mère. Ma sœur, Rebecca, et son mari, Derek, étaient là, bien sûr. Derek tenait la cour, racontant une histoire sur une réunion dans la capitale de l'État. Mon père était suspendu à ses lèvres. J'ai tendu le bourbon à mon père. Joyeux Thanksgiving, papa. Il l'a pris, a jeté un coup d'œil à l'étiquette et a acquiescé. D'accord. Merci, Ethan. Il a posé la bouteille sur une table d'appoint et s'est immédiatement retourné vers Derek. Alors le sénateur a dit, et maintenant? Quelques minutes plus tard, Rebecca a offert à notre père un cadeau gag, un poisson parlant qui chantait, emmène-moi à la rivière. Mon père a éclaté de rire. Il a passé les 10 minutes suivantes à faire regarder à tout le monde le stupide poisson chanté. Le bourbon coûteux était resté sur la table d'appoint, oublié. Plus tard, j'ai essayé de montrer à ma mère un article qui avait été écrit sur un logiciel que j'avais aidé à concevoir.
J'en étais fier. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone pendant une seconde avant de faire un geste de la main désinvolte. Oh, c'est bien, chérie. Tous ces petits points et ces petits traits, dit-elle. Écoute, je dois te parler de la femme la plus affreuse du club de jardinage. Mes succès étaient des trivialités. Mon petit boulot d'informaticien était un passe-temps mignon qui se trouvait payé assez bien pour financer leurs vraies vies importantes. C'était le récit. La seule personne qui semblait voir à travers le brouillard était mon oncle James, le frère cadet et plus discret de mon père. James était professeur d'histoire au lycée, un homme qui trouvait sa valeur dans les livres et les idées, pas dans les bilans et le statut social. Il m'avait coincé dans la cuisine ce jour de Thanksgiving pendant que j'allais chercher un verre d'eau, un réfugié de la performance du salon. J'ai entendu parler du nouveau projet, dit James, la voix basse. Ça a l'air impressionnant. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille le reconnaissait. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Merci, oncle James. Il s'est appuyé contre le comptoir, l'air grave. Écoute-moi, Ethan. Ton père. C'est un homme bon dans un ouragan, mais il est toujours dans un ouragan, et il pense que quiconque n'est pas emporté avec lui n'est pas loyal. Il a fait une pause, regardant par la fenêtre. Je l'ai déjà vu faire ça avec ses partenaires commerciaux, avec notre propre père. Il trouve quelqu'un de fort et s'appuie sur lui jusqu'à ce qu'il craque. Ne le laisse pas te briser. Ne le laisse pas transformer ton succès en son filet de sécurité. Je voulais croire qu'il était juste cynique. Je voulais croire que le désespoir de mon père était temporaire parce que l'alternative était un abîme de douleur, la réalisation que l'homme que j'avais passé ma vie à essayer d'impressionner ne me voyait que comme une ressource à exploiter. Alors, quand Frank m'a appelé un mois avant son 60e anniversaire, sa voix remplie d'une énergie que je n'avais pas entendue depuis des années, j'ai choisi de le croire. Je me suis accroché à ces mots comme un homme qui se noie à un morceau de bois flottant. Ethan, grande nouvelle, tonna T-il au téléphone. Le conseil d'administration et moi avons beaucoup parlé. Nous avons examiné vos contributions et votre expertise. Cet anniversaire, mon fils, ce n'est pas seulement une fête. C'est un tournant, un nouveau chapitre. Nous allons célébrer. Et puis, le lendemain matin, toi et moi allons nous asseoir avec les avocats et officialiser la chose, un siège au conseil d'administration, Ethan. Ton nom sur la porte de Taylor Innovation. Il est temps. Un siège au conseil d'administration. Mon nom sur la porte. C'était le sortilège magique que j'attendais toute ma vie. C'était la promesse de légitimité, la promesse de respect, la promesse que je faisais enfin vraiment partie de l'entreprise familiale que je finançais secrètement. C'est pourquoi j'ai acheté la montre. La montre à $5000 était ma célébration. C'était mon vote de confiance. C'était mon acceptation de son offre. Maintenant, debout dans cette salle à manger froide et vide, le silence hurlant à mes oreilles, les mots de mon oncle et l'avertissement de Maria résonnaient dans mon esprit, ne le laisse pas te transformer en son filet de sécurité. Un investissement essentiel dans l'avenir de la famille. Mon espoir, autrefois un brasier ardent, n'était plus qu'un tas de cendres, et une certitude froide et dure a commencé à s'installer dans mon ventre. Ce n'était pas un tournant, c'était un piège, et je venais de me jeter dedans. Le dîner lui-même avait été une masterclass de guerre psychologique déguisée en célébration familiale. La salle privée était magnifique, tout en bois sombre et en éclairage doux. La nourriture était exquise, mais l'atmosphère était lourde d'une tension que seul moi semblais ressentir. Mon père tenait la cour à la tête de la table, riant, racontant de vieilles histoires où il était toujours le héros. Ma mère, Karen, jouait le rôle de l'épouse adoratrice, touchant son bras au bon moment, son rire un son brillant et cassant. Ma sœur, Rebecca, et son mari, Derek, étaient assis en face de moi, une équipe parfaite d'assassins souriants. Chaque conversation était une performance, une pièce de théâtre soigneusement construite conçue pour souligner leur importance et mon insignifiance. Derek a eu une réunion avec le lieutenant-gouverneur la semaine dernière, a déclaré Rebecca, laissant tomber le titre avec désinvolture comme un diamant sur la table. Ils discutaient de la nouvelle initiative technologique pour l'État. Ils recherchent de vrais innovateurs, des gens avec une vision. Elle m'a adressé un sourire étroit et compatissant. Il s'agit avant tout d'infrastructures de construction, bien sûr. Des choses tangibles. Bien sûr, murmurai-je en sirotant le vin ridiculement cher que je payais. Derek s'est penché en avant, son expression traduisant l'inquiétude. Tu sais, Ethan, nous devrions en parler un jour.
tes compétences pourraient être utiles. L'État est toujours à la recherche de personnes pour gérer sa gestion de base de données. Un bon travail stable. Il l'a dit comme s'il offrait un os à un chien errant. Un travail stable. Je dirigeais une équipe de 12 ingénieurs sur un projet de plusieurs millions de dollars pour une entreprise de logistique mondiale, et il m'offrait un emploi de jockey de base de données du gouvernement. La condescendance était si épaisse que j'aurais pu la couper avec mon couteau à steak. L'événement principal est arrivé avec les menus des desserts. Mon cœur a commencé à battre lentement et lourdement contre mes côtes. C'était le moment de vérité. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau, ma main se refermant sur la boîte en bois fraîche et lisse. J'ai attendu une accalmie dans la conversation. « Papa, dis-je, ma voix un peu plus forte que je ne le voulais. J'ai, quelque chose pour toi. Joyeux anniversaire. » J'ai fait glisser la boîte sur la table polie. Tous les regards se sont tournés vers elle. Pendant une seule seconde fugitive, j'ai vu une lueur de curiosité authentique dans les yeux de mon père. Il a pris la boîte. Il l'a ouverte. La montre était magnifique. Elle reposait sur un lit de velours noir, son cadran argenté et ses lignes épurées et élégantes, une étude du pouvoir discret. C'était une montre pour un homme sérieux, un homme prospère, un homme de substance. Mon père l'a ramassée. La lourde montre semblait presque délicate dans ses mains épaisses et puissantes. Il a grogné, « Ah, Suisse, hein !» Il a tâtonné avec le fermoir pendant un moment, puis l'a attaché à son poignet par-dessus la manchette de sa chemise. Il lui a jeté un coup d'œil rapide, un mouvement du poignet. « Bien, mon fils. »« Très bien. » Et puis, avant même que je puisse comprendre la déception écrasante, il s'est tourné vers le serveur qui rôdait à proximité. « Apportons une tournée de digestif. Le single malt de 25 ans pour les hommes. » Il a claqué des mains, la nouvelle montre scintillant sous les lumières. Le moment était passé. Mon grand geste, ma supplique de reconnaissance à 5 000 $, avait été reconnu avec le même enthousiasme que celui que l'on pourrait accorder à un stylo gratuit d'une banque. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. J'avais le vertige. J'avais envie de me lever, de crier et de sortir en courant. Mais j'étais paralysé, piégé par toute une vie de conditionnement. C'est alors que mon père s'est lancé dans l'acte final et cruel de la soirée. « Très bien, tout le monde, » annonça-t-il, sa voix tonnant d'une fausse gaieté. « Rassemblez-vous. J'ai une idée géniale pour ma surprise d'anniversaire. » Il fit un clin d'œil à la table, en complice. C'est une blague classique. Nous allons tous nous éclipser d'ici, aller nous cacher dans le bar de l'hôtel voisin, et quand le pauvre Ethan sortira, pensant que nous l'avons largué pour mon anniversaire, nous allons tous bondir et crier « Surprise !» La tête qu'il fera sera inestimable. Ma mère et Rebecca ont applaudi, gloussant comme des écolières. Derek a ri, un son grave et reconnaissant. C'était si puéril, si incroyablement mesquin que je ne pouvais pas me faire à l'idée. « Papa, je ne sais pas, commençai-je, mais il me coupa la parole. « N'importe quoi. Ce sera hilarant, » tonna-t-il en se levant et en me tapant fort dans le dos. « Tu es bon joueur, Ethan. Tu l'as toujours été. Maintenant, tu restes ici. Tu règles la note avec le serveur comme un bon fils. Tu comptes jusqu'à 150. Ensuite, tu viens nous trouver. Ne traîne pas. » Il les a rassemblés hors de la pièce. Ma mère m'a envoyé un baiser théâtral. Rebecca m'a adressé un sourire narquois qui disait « Regarde-toi, pauvre imbécile. » Et puis ils sont partis. J'étais assis seul à l'immense table, entouré des décombres d'un repas à 12 000 $. Le silence était assourdissant. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. « C'est une blague, me dis-je. Une blague stupide et cruelle, mais juste une blague. » J'ai payé la note, les mains tremblant en signant le bordereau de carte de crédit. Puis je me suis rassis et j'ai commencé à compter. J'ai compté lentement, en tirant ça au long, leur donnant suffisamment de temps pour se préparer à leur chute. 150. Je me suis levé, j'ai redressé ma cravate et je suis sorti de la salle privée, traversant la salle à manger principale où les couples murmuraient et riaient, et entrant dans le grand hall d'entrée. C'était vide, pas de famille, pas de surprise, juste un groom à l'air ennuyé et le faible son d'un piano provenant du bar. J'ai vérifié le bar de l'hôtel. Il n'était pas là. J'ai vérifié le stand de voiturier à l'extérieur. Le gros VUS Lincoln de la famille avait disparu. Une froide terreur,
vive et écœurante, a commencé à se frayer un chemin dans mon estomac. Je suis resté sur le trottoir pendant 20 minutes, le froid de l'air nocturne s'infiltrant dans mes os. Les gens passaient devant, regardant l'homme en costume coûteux debout seul devant un restaurant chic. L'humiliation était une chose physique, une bouffée de chaleur qui montait dans mon cou. C'est alors que je suis rentré. C'est alors que j'ai trouvé Maria, la directrice, qui m'a regardé avec ses yeux tristes et connaisseurs. Et c'est alors qu'elle m'a parlé de l'investissement essentiel. La fureur qui s'est élevée en moi était propre et chaude, brûlant la honte. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de le voir par moi-même. Les caméras de sécurité, lui dis-je, ma voix étonnamment stable, quand il a fait la réservation, j'ai besoin de le voir. Elle a dû voir le désespoir dans mes yeux parce qu'elle m'a conduit sans un mot dans un petit bureau exigu dominé par un banc d'écran. Elle était habile avec le système, ses doigts volant sur le clavier, rembobinant les images d'une semaine auparavant, et là il était, mon père. Il était appuyé sur le bureau des réservations, plein de charme et de sourire avec le directeur de jour. Il montrait le plan d'étage, tapotant sur la salle privée. Puis il a ri, un grand rire chaleureux, et je l'ai vu faire un geste vers son portefeuille, puis secouer la tête et pointer du doigt une personne imaginaire assise où j'avais été assis toute la nuit. Il a tapé dans le dos du directeur, un geste complice d'homme à homme. L'expression de son visage n'était pas celle d'un père planifiant une fête, c'était l'expression d'un escroc qui préparait sa cible. L'air a quitté mes poumons. Le dernier lambeau de doute, le dernier vestige d'espoir que tout cela était un malentendu s'est évaporé. C'était un plan. C'était délibéré. Je suis sorti du bureau en titubant, remerciant Maria dans un murmure étranglé. Je suis retourné à ma table solitaire et me suis effondré sur une chaise. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts ressemblant à des saucisses maladroites. Une notification a illuminé l'écran, une nouvelle publication dans le groupe de discussion Taylor Family Fun. C'était un selfie. Tous les quatre, mon père, ma mère, ma sœur et mon beau-frère, entassés sur le siège avant de leur voiture. Ils étaient tous morts de rire, leurs visages déformés dans une joie maniaque. Mon père pointait du doigt le restaurant, la bouche ouverte dans un hurlement silencieux de gaieté. La légende, écrite par Rebecca, était « J'espère qu'il est bon pour faire la vaisselle, lol ». Hashtag meilleure blague de tous les stemp d'IS 60 ans papa. Mon pouce a défilé engourdi, un fantôme se déplaçant sur l'écran. Il y avait plus de messages de ma mère, ne sois pas un rabat-joie, Ethan. Il est important de savoir rire de soi-même. De Rebecca, sérieusement, peut-être que ça va t'apprendre une leçon sur la responsabilité financière. Et puis celui de mon père, le texto qui a été le dernier clou dans le cercueil du fils que j'étais. Merci pour le dîner, fiston. Considère ça comme un remboursement pour toutes les années où nous avons dû te supporter. Remboursement. Le mot a été un coup physique. Remboursement pourquoi? Pour avoir existé? Pour ne pas être le fils qu'il voulait? Pour être celui qui avait réellement l'argent pour payer sa fête ridicule et axée sur l'ego? Mon téléphone a vibré à nouveau. Texto privé. Celui-ci de Franck à moi seul. Le masque est tombé. C'était le vrai message. C'était un bon test. Tu l'as réussi. L'investissement final pour sauver l'entreprise est de 250 000 $. Mon avocat aura les papiers prêts à être signés à 10 h demain matin. Ne sois pas en retard. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Toute cette nuit, cette humiliation publique, était un test, un prélude à une demande $250 000. J'ai regardé à nouveau la facture, 12 794,45 $. J'ai regardé les visages rieurs sur mon téléphone. J'ai regardé la demande $250 000. Quelque chose à l'intérieur de moi, une partie essentielle de mon être qui avait été comprimée pendant 32 ans, n'a pas seulement craqué. Ça a explosé. L'explosion a été silencieuse, interne, mais elle a anéanti tout sur son passage. L'espoir, la culpabilité, la peur, le besoin désespéré de leur approbation, tout cela a été vaporisé. À la place, il y avait une clarté glaçante et absolue. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la réception où Maria me regardait avec inquiétude. Ma carte de crédit a une limite de 10 000 $, dis-je, ma voix aussi calme et plate qu'un lac gelé. Je mets ça sur la facture tout de suite. Je reviendrai demain matin pour régler le solde restant de 2 794,45 $ en espèces. Je lui ai remis ma carte. Je ne voulais pas de leur pitié.
Je ne voulais pas de leur aide. Je voulais qu'ils voient que j'étais un homme qui payait ses dettes. En sortant de The Amber pour la dernière fois, dans l'air froid de la nuit, je n'étais plus un fils courant vers sa famille, j'étais un homme s'éloignant de ses agresseurs. Ils pensaient que la blague était à mes dépens. Ils n'avaient aucune idée que ça allait se retourner contre eux de la manière la plus spectaculaire imaginable. L'hôtel n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais la marche ressemblait à un voyage à travers une planète étrangère. Les rues familières de ma ville natale paraissaient extraterrestres, hostiles. J'étais un fantôme dans mon propre passé. Dans la chambre d'hôtel stérile et anonyme, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai écouté le silence. C'était le son de la fin du monde. Mon monde, du moins. L'homme qui s'était enregistré dans cette chambre, celui qui avait soigneusement disposé son costume et poli ses chaussures avec un cœur plein d'espoir, avait disparu. Il avait été naïf. Il avait été un imbécile. Il avait cru à un conte de fées. L'homme assis ici maintenant, fixant l'art corporatif insipide sur le mur, m'était étranger. Il était froid. Il était méthodique. Et il était sur le point d'aller travailler. Mon premier appel a été adressé au service de fraude 24 heures sur 24 de ma banque. Ma voix était étrangement calme. Je m'appelle Ethan Miller, ai-je dit à l'opératrice. J'ai besoin d'un verrouillage immédiat et total de tous mes comptes, courants, épargne, courtage, tout. Je veux une refonte complète de la sécurité, de nouveaux mots de passe, de nouveaux codes d'accès verbaux, une authentification obligatoire à 2 facteurs envoyée à une nouvelle adresse email sécurisée que je suis en train de configurer en ce moment même. Certainement, M. Miller, a déclaré l'opératrice, avec une pointe d'alarme dans son ton professionnel. Puis-je en connaître la raison? Pensez-vous que vos comptes ont été compromis? Un rire sec et sans joie s'est échappé de mes lèvres. Non, ai-je dit, je crois qu'ils sont sur le point d'être ciblés par ma famille. Pendant qu'elle travaillait, ses clics et ses frappes étant un faible bruit au bout du fil, je lui ai posé la question cruciale. Pouvez-vous vérifier s'il y a eu des tentatives de connexion infructueuses récentes sur mon compte d'épargne principal? Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre taper. Oui, monsieur. J'en vois une ici. Une tentative de connexion infructueuse a été effectuée. Waouh. Il y a environ 1 heure, à 22h17. L'adresse IP provient d'un réseau résidentiel à Ridgeview, en Pennsylvanie. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, pendant qu'il riait dans la voiture, mon père, probablement en utilisant le vieil ordinateur portable de ma mère, dont il connaissait le mot de passe que je lui avais défini, essayait déjà de mettre la main dans le pot de confiture. Le dîner à 12 000 $ n'était que l'apéritif. Le plat principal était mes économies de toute une vie. Merci, ai-je dit à l'opératrice. Vous m'avez été d'une grande aide. Une fois ma forteresse financière sécurisée, je suis passé à la phase de démolition. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne, un endroit que je ne visitais habituellement que pour vérifier mon portefeuille. Ce soir, je visitais le centre de paiement. C'était une liste de mes obligations, ou plutôt, de leurs obligations que j'avais bêtement contractées. Paiement mensuel de l'hypothèque de Frank et Karen Taylor, 3 250 $, en attente pour le premier du mois. Je suis allé au paiement, mon curseur planant sur le bouton. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la maison dans mon esprit, la balançoire du Porsche, le chêne dans la cour avant. Puis j'ai vu le visage narquois de mon père dans le selfie de groupe. J'ai cliqué. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Oui. Paiement intégral de la carte American Express de Karen Taylor, 2180 $, en attente pour le 5e. Je l'ai imaginé au country club, riant avec ses amis, le tout financé par mon petit boulot d'informaticien. Clic paiement annulé. Cotisation et frais mensuels du Ridgeview Country Club de Frank Taylor, 800 $. Clic annulé. Un par un, j'ai démantelé l'échafaudage financier qui soutenait leur vie. À chaque clic, j'ai senti une couche de crasse être gommée de mon âme. Mais la colère était toujours là. C'était une bête sauvage et rugissante à l'intérieur de moi, et elle avait besoin d'être mise en cage, d'être comprise. Mon esprit, entraîné à trouver l'ordre dans le chaos, à déboguer les systèmes défectueux, s'est mis en surmultiplication. Je ne voulais pas seulement ressentir la trahison, j'avais besoin de la quantifier. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul vierge. Le curseur clignotant sur la cellule 1 était un point de départ, 1.0.
J'ai commencé par mes relevés bancaires en ligne les plus anciens accessibles, remontant à 10 ans. J'ai recherché des mots-clés, Frank, Karen Taylor, innovation, prêt, aide. Les premiers résultats sont venus rapidement, un virement de $500 ici pour des réparations de voitures, un virement de $1000 là pour un toit qui fuit, les petites choses, la mort par 1000 coupures. Alors que les heures se succédaient, la chambre d'hôtel silencieuse, à l'exception du tapotement frénétique de mes touches, je suis devenu un archéologue de ma propre vie. Je creusais dans les sédiments d'une décennie, déterrant les restes fossilisés de mon propre moi naïf. J'ai trouvé de vieux emails avec des lignes d'objets comme un peu d'aide pour ton vieux, et des SMS suppliants pour un prêt rapide jusqu'à ce qu'un chèque imaginaire soit encaissé. Les chiffres sur la feuille de calcul ont augmenté cellule par cellule, ligne par ligne. C'était un processus horrible et fascinant. Chaque chiffre était un souvenir, chaque transaction était un mensonge auquel j'avais volontairement cru. Le soleil commençait à projeter une lumière pâle et maladive à travers l'ouverture des rideaux de l'hôtel lorsque j'ai finalement atteint le dernier relevé. Mes mains tremblaient. Mes yeux brûlaient d'avoir fixé l'écran. Je suis allé au bas de la colonne, la liste interminable de ma propre folie. Et j'ai tapé la formule simple, égale somme, 1, à dernière ligne. J'ai appuyé sur Entrée. Le chiffre qui a clignoté à l'écran était obscène. Il était monstrueux. $457 219,34. Je l'ai fixé, les chiffres verts brillants brûlant ma rétine. Près d'un demi-million. C'était un chiffre si grand, si absurde, qu'il semblait fictif. Mais c'était réel. C'était le coût de mon enfance. C'était le prix de mon amour mal placé. C'était la preuve méticuleusement documentée que ma famille n'était pas une famille, c'était une entreprise criminelle, et j'en étais la seule victime. La rage que je ressentais était si pure, si absolue, qu'elle semblait presque paisible. Elle a brûlé tout le reste. Mais ensuite, dans le silence qui a suivi, un sentiment différent s'est insinué, un chagrin froid et vide. J'avais un chiffre pour l'argent. Quel était le chiffre pour les années perdues? Pour les humiliations publiques, pour le sentiment lancinant de ne jamais être assez bon? Mes yeux se sont posés sur ma valise, et je me suis souvenu de la photo, celle que je portais toujours. J'ai ouvert la poche latérale et je l'ai sortie, moi, un enfant de 5 ans avec des dents écartées, perché sur les épaules de mon père à la foire du comté. Nous rions tous les deux, pris dans un moment de joie pure et simple. Sur la photo, il ressemblait à un géant. Mon géant, mon héros. J'ai tenu le petit cadre, mon pouce traçant le contour de son visage plus jeune et plus heureux. Un son s'est arraché de ma gorge, un sanglot rauque et qui se préparait depuis 30 ans. C'était le son de ce garçon de 5 ans qui comprenait enfin que son héros était un méchant. Le chagrin était un raz-de-marée. Il a emporté la colère, la clarté, tout. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était le poids écrasant de la perte. Qu'est-ce que je faisais? C'était mon père, ma mère. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que je devrais simplement appeler, crier, pleurer, puis céder. Envoyer les $250 000. Revenir à la situation antérieure. Au moins, la douleur était familière. Ma main tremblait lorsque j'ai pris mon téléphone, mon pouce planant au-dessus du nom de ma mère. J'étais si près de craquer, si près de ramper en arrière. Je ne pouvais pas me faire confiance. J'ai fait défiler son nom, au-delà de tous les Taylor, et j'ai trouvé le seul nom qui serait une encre dans cet ouragan, Léo, mon meilleur ami à Chicago. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil. Mec, il est 4 heures du matin ici. Tout va bien? Non, ai-je étouffé, le mot étant à peine un murmure. Non, Léo, je pense. Je pense que je viens de perdre ma famille. J'ai tout déballé, le dîner, l'addition, les textos, la caméra de sécurité, la feuille de calcul avec son chiffre monstrueux. Je lui ai parlé de la photo, de la douleur insupportable, du fait que j'étais à un appui de pouce de tout effacer et de redevenir leur imbécile. Léo a écouté. Il a juste écouté. Quand j'ai finalement manqué de mots, il y a eu un long silence au bout du fil. J'ai pensé qu'il s'était peut-être rendormi. Puis il a parlé, sa voix claire et stable, un faisceau de phare traversant mon brouillard. « Écoute-moi, Ethan, a-t-il dit. Et je veux dire, écoute vraiment. Tu n'as pas perdu ta famille ce soir. Tu les as perdus en morceaux chaque fois que tu as payé une facture qu'ils auraient dû payer, chaque fois que tu as avalé une insulte, chaque fois que tu as espéré qu'ils changeraient.
Ce soir n'est pas la nuit où tu les as perdus. Ce soir est la nuit où tu as enfin cessé de les laisser te tailler en pièces. Il a pris une inspiration. Ils ont construit cette situation, eux. Ils en ont posé chaque brique. Tu ne l'as pas brisée, tu as juste finalement, cessé de tenir toute cette satanée chose pourrie sur tes épaules. Ces mots étaient comme une éclaboussure d'eau froide. Il avait raison. Je n'étais pas l'équipe de démolition, j'étais le seul survivant rampant hors des décombres. Nous avons parlé un peu plus longtemps, et au moment où nous avons raccroché, ma détermination était revenue, forgée plus solidement cette fois, non seulement dans la colère, mais dans la certitude de la préservation de soi. J'ai enregistré la feuille de calcul, en la chiffrant avec un mot de passe complexe. Je suis allé en ligne et j'ai payé le solde restant de la facture du restaurant avec ma carte de débit d'urgence. Puis j'ai pris une seule feuille de papier à en-tête de l'hôtel et un stylo. J'ai écrit seulement 10 mots, considérez tout soutien financier et tout contact comme résilié, à compter d'aujourd'hui. Je les mis dans une enveloppe, les adressai à Frank et Karen Taylor, et les laissai à la réception pour qu'ils soient remis dans leur chambre. J'ai réservé le premier vol pour Chicago, partant à 7 heures du matin. J'ai fait ma valise, laissant la photo encadrée du garçon de 5 ans et de son héros posé face contre terre sur la table de chevet. Il ne m'appartenait plus. Les 3 premiers jours de retour à Chicago ont été une étude de silence, un silence lourd et chargé. J'allais au travail, assistais à des réunions, écrivais du code, mais tout cela ressemblait à un film projeté sur un écran devant moi. Le monde réel était mon téléphone, que je m'attendais à voir exploser à tout moment. Mais il est resté silencieux. Ce n'était pas la paix, c'était le calme profond et artificiel de l'océan qui se retire avant un tsunami. J'ai profité de ce temps pour me préparer à la vague. La feuille de calcul, née d'une nuit d'angoisse, était maintenant mon principal atout. J'ai passé une journée entière à la noter, en reliant les éléments de ligne aux relevés bancaires numérisés, aux captures d'écran des emails et aux messages textes. Je construisais un dossier, mon cerveau d'ingénieur trouvant un étrange réconfort dans l'organisation méticuleuse de ma propre ruine. Puis j'ai engagé un avocat. Je ne suis pas allé dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, je suis allé dans l'un des meilleurs cabinets de contentieux commercial de la ville et j'ai demandé leur plaideur le plus méchant et le plus pointu. J'ai rencontré une femme nommée Diana Albright. Elle avait la cinquantaine, avec des yeux gris perçants et la réputation de démanteler chirurgicalement ses adversaires lors des dépositions. Quand je suis entré dans son bureau élégant et minimaliste surplombant la rivière Chicago, j'ai su que j'étais au bon endroit. Je lui ai tout dit. J'ai exposé l'histoire, la dynamique familiale, le drain financier et la dernière nuit humiliante au restaurant. Je lui ai montré la feuille de calcul. Elle a écouté attentivement, son visage étant un masque de neutralité professionnelle, ses doigts en flèche sous son menton. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant 1 minute entière, ses yeux fixés sur la feuille de calcul projetée sur son mur. Ce n'est pas une querelle familiale au sujet d'un héritage, Monsieur Miller, a-t-elle finalement dit, sa voix aussi nette et froide que le verre et l'acier de son bureau. Sur la base de votre récit et de ces données, il s'agit d'un cas classique d'exploitation financière à long terme et d'influence indue. L'incident du restaurant est le cœur émotionnel, le ventre de l'affaire, pour ainsi dire. Mais ces chiffres, elle a fait un geste vers l'écran, ces chiffres sont l'arme. Ils racontent une histoire impossible à réfuter. Le tsunami a frappé le matin du 4e jour. Mon téléphone, qui avait été si silencieux, a explosé. C'était une cacophonie de désespoir, un appel de ma mère, que j'ai ignoré, un appel de mon père, que j'ai ignoré, puis une série de textos rapides de ma sœur, Rebecca. Qu'est-ce que tu as fait? Maman est un désastre. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Elle a une crise de panique totale. Elle ne peut plus respirer. C'est ce que tu veux? Appelle-moi tout de suite, espèce d'égoïste. J'ai pris des captures d'écran et je les ai envoyées par email à Madame Albright avec la ligne d'objet la phase 2 a commencé. Puis sont venus les messages vocaux. La boîte de réception de mon téléphone s'est remplie en moins d'1 heure. Ceux de ma mère étaient larmoyants, suppliants, des arias de victimisation. Ethan, chérie, c'est maman. Je ne comprends pas ce qui se passe. La banque a appelé. Ils ont dit que la maison. Oh, Ethan, s'il te plaît. Quoi que nous ayons fait, nous sommes désolés. S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, arrange ça. Ceux de mon père étaient des rugissements gutturaux de rage. Tu décroches ce téléphone tout de suite. Tu m'entends?
Qu'est-ce que tu crois foutre? Tu crois pouvoir nous couper comme ça? Après tout ce que je t'ai donné, espèce de petit parasite ingrat. La juxtaposition était presque comique. L'une me suppliait de réparer les dégâts, l'autre me criait dessus pour les avoir créés. La seule chose qu'ils avaient en commun était une incapacité totale à voir leur propre rôle dans la catastrophe. Les instructions de Madame Albright étaient simples et excellentes. Ils sont émotifs, et ils créent un enregistrement de leur panique. Ne répondez en aucun cas à l'un d'eux. Transférez-moi tout. La première communication officielle de leur côté est arrivée une semaine plus tard. C'était une lettre envoyée par courrier recommandé d'un cabinet d'avocats à Ridgeview. Le papier en tête était ostentatoire, et le nom qui y figurait, Henderson et Associés, a fait tilt. C'était l'un des partenaires de golf de mon père. La lettre était un chef-d'œuvre de menaces juridiques tonitruantes et de manipulation émotionnelle. Elle m'accusait d'avoir infligé une détresse émotionnelle grave à mes parents âgés et d'une abdication lâche de mes devoirs moraux et familiaux. Elle concluait par une demande de rétablissement immédiat de tout le soutien financier antérieur, plus des dommages-intérêts pour leur douleur et leur souffrance. Je l'ai faxé à Madame Albright. Je pouvais l'entendre rire au téléphone. « Oh, c'est merveilleux », a-t-elle dit. « C'est un cadeau. Ils ont légalement défini vos paiements comme un devoir attendu. Cet Henderson est un imbécile. Nous allons organiser une réunion à 4, juste vous, moi, Franck et son abruti d'avocat. Pas de sœur, pas de mère. Nous devons minimiser la contamination émotionnelle. » La réunion a été fixée dans un centre de conférence neutre à Philadelphie. En m'y rendant en avion, j'ai ressenti une froide appréhension mêlée à un étrange sentiment d'autonomie. Pour la première fois, je rencontrais mon père selon mes conditions, sur un champ de bataille de mon choix. Il était déjà là quand je suis entré avec Madame Albright. Il était assis à une longue table en acajou poli, et sa vue m'a choqué. Le PDG puissant et tonitruant avait disparu. Il avait l'air petit et diminué, le visage cireux, son costume coûteux flottant un peu sur sa silhouette, mais le regard dans ses yeux était un venin pur et sans mélange. Son avocat, Henderson, était assis à côté de lui, mélangeant des papiers avec une énergie nerveuse, son costume bon marché et sa coiffure plaquée ne faisant rien pour inspirer confiance. Mon père n'a pas dit bonjour. Il s'est contenté de me lancer un regard noir alors que je prenais place en face de lui. « Tu as décidé de te montrer, on dirait », a-t-il craché. « Prêt à arrêter ces bêtises et à te comporter comme un fils ?» Je me suis contenté de le regarder, l'expression vide. Je n'avais rien à dire. J'avais Maître Albright. Elle commença, sa voix calme et égale. « Messieurs, merci d'être venus. Nous sommes ici pour discuter de la cessation d'une série de transferts financiers réguliers, non obligatoires, de mon client, Monsieur Ethan Miller, à ses parents, M et Madame Frank Taylor. Mon client a choisi d'interrompre ces transferts. » Henderson, l'avocat, laissa échapper un ricanement fort et méprisant. « Non obligatoire ? C'est absurde. C'est une affaire de famille. On appelle ça de l'aide. C'est ce que les enfants font pour leurs parents. Votre client fait une crise de colère à cause d'une blague familiale inoffensive. » Maître Albright haussa lentement un sourcil. Le geste était plus intimidant qu'un cri. Une blague à $12 000, Monsieur Henderson, une blague qui a été planifiée une semaine à l'avance avec le personnel du restaurant. Nous avons une déclaration sous serment du propriétaire du restaurant, ainsi que les images de vidéosurveillance de Monsieur Taylor organisant la farce. Si vous souhaitez les visionner. L'expression suffisante d'Henderson vacilla. Il jeta un coup d'œil nerveux à mon père. Ce n'est pas la question, grogna Frank en frappant sa main sur la table. Il est notre fils. Il a une responsabilité envers nous. Un choix de mots intéressant, dit Maître Albright, se penchant légèrement en avant. Parlons de responsabilité et de proposition. Mon client avait la nette impression, basée sur de multiples assurances verbales de votre part, Monsieur Taylor, que ces importantes contributions financières à votre entreprise, Taylor Innovation, étaient des investissements réalisés en échange d'un futur siège au conseil d'administration. N'est-ce pas le cas? Le visage de mon père, qui était rouge de colère, pâlit. C'est à cela qu'il ne s'attendait pas, c'étaient des discussions en famille, des conversations père-fils. C'étaient des propositions commerciales faites pour solliciter des fonds, rétorqua Maître Albright en douceur. Ce qui nous amène aux autres fonds. Elle ouvrit son ordinateur portable et le connecta au grand écran mural. Mon tableur remplit l'écran.
Ce n'était plus seulement mon monument privé à la douleur, c'était une accusation publique. Le titre était austère et professionnel, Analyse des transferts financiers personnels, E. Miller à F. et K. Taylor, 2013 à 2023. Maître Albright laissa la liste des transactions défiler lentement, méthodiquement sur l'écran. L'ampleur du volume était accablante, hypothèques, paiement de voitures de luxe, facture de carte de crédit de Neiman Marcus et Saks Fifth Avenue, cotisation de club de golf, prêt pour des dépenses professionnelles vaguement définies. Au cours des 10 dernières années, déclara Maître Albright, sa voix perçant le silence stupéfié de la pièce, mon client vous a transféré, selon notre estimation prudente, un total documenté de 457 219,34 $, à vous, à votre femme et à vos intérêts commerciaux, Monsieur Taylor. Ces fonds semblent avoir été systématiquement utilisés pour subventionner un style de vie et une entreprise en faillite que vous ne pouviez pas vous permettre, tout en faisant croire à mon client qu'il investissait dans son propre avenir. La pièce était silencieuse comme une tombe. Henderson fixait l'écran, la bouche bée comme un poisson. Mon père était figé, les jointures blanches à force de serrer les bras de sa chaise. Le masque du patriarche puissant, du PDG respecté, avait été complètement incinéré. Il ne restait que l'homme en dessous, un escroc faible et désespéré qui venait d'être pris. Il tourna finalement son regard de l'écran vers moi. C'était un regard de pure et venimeuse incrédulité. « Tu as gardé une liste » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Tout ce temps, tu gardais une putain de liste ?» Je croisai son regard, et pour la première fois, je ne bronchai pas, les chiffres ne mentent pas, dis-je, ma propre voix basse, mais plus lourde que n'importe quel cri. La réunion se termina sans résolution. Ils n'ont pas accepté nos conditions, ils ne pouvaient pas. Le faire, ce serait admettre leur culpabilité. Ils restèrent simplement assis là, brisés et exposés. Alors que nous emballions nos porte-documents, Henderson courut pratiquement vers Maître Albright, essayant d'entamer une négociation étouffée et paniquée. Mais je n'avais Dieu que pour mon père. Il continuait à me regarder. La haine dans ses yeux tourbillonnait maintenant avec une nouvelle émotion délicieuse, la peur. Il avait peur des chiffres. Il avait peur de la vérité. Mais surtout, pour la première fois de mes 32 ans de vie, il avait peur de moi. La guerre était loin d'être finie, mais l'équilibre des forces venait de changer de manière permanente. L'impasse au cabinet d'avocats n'était pas une fin, mais un début. L'assaut direct avait échoué de manière spectaculaire, alors ils ont changé de tactique. Ils ne pouvaient pas m'intimider avec des avocats, alors ils ont décidé d'essayer de me briser avec des murmures. Le siège silencieux a commencé. Cela a commencé environ une semaine après la réunion. J'ai reçu un appel de Bill, le directeur d'une agence de marketing qui était l'un de mes clients les plus importants depuis plus de 5 ans. Nous avions une excellente relation basée sur la confiance et les résultats, mais sa voix au téléphone était tendue, anxieuse. « Ethan, tu as une minute » commença-t-il, sautant les politesses habituelles. « Écoute, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai reçu un email anonyme ce matin. C'était méchant. Cela a fait des allégations assez graves sur la santé financière de votre entreprise. On disait que vous faisiez l'objet d'une enquête pour détournement de fonds de clients. » Une bouffée d'adrénaline glaciale me traversa. C'était un nouveau niveau de guerre. « Bill, je peux vous assurer que c'est un mensonge absolu et catégorique. Nous sommes plus stables financièrement que nous ne l'avons jamais été. Je te crois. » Je le fais, dit-il, bien que l'anxiété dans sa voix ne se soit pas estompée. Mais vous savez comment fonctionnent ces choses, Ethan. C'est comme une mauvaise odeur. Une fois qu'elle est là, il est difficile de s'en débarrasser. Mes partenaires deviennent nerveux. C'était la première flèche empoisonnée. D'autres ont suivi. Quelques jours plus tard, une critique à une étoile est apparue sur le profil Glassdoor de mon entreprise, prétendument d'un ancien employé. C'était une œuvre de fiction, décrivant un environnement de travail toxique et un PDG instable, moi. C'était soigneusement formulé pour sembler juste assez plausible pour être dommageable. Ensuite, une autre critique est apparue sur un forum technique différent, celle-ci remettant en question nos pratiques de sécurité des données. C'était l'empreinte digitale de Derek Partout. Mon beau-frère, l'homme politique. C'était son domaine, pas un combat ouvert, mais un assassinat de réputation silencieux et niable. Il savait qu'il ne pouvait pas me battre dans une bataille juridique, alors il essayait de me saigner à blanc professionnellement, de me rendre si toxique que mes clients et mes employés m'abandonneraient. Il essayait de détruire la seule partie de ma vie que j'avais construite moi-même,
la seule chose qui était vraiment à moi. Les mois suivants ont été une bataille épuisante sur un nouveau front. J'ai dû embaucher une entreprise de gestion de la réputation pour suivre et combattre les calomnies anonymes. J'ai dû avoir des conversations proactives et inconfortables avec mes principaux clients et ma propre équipe, les assurant que nous étions la cible d'une campagne malveillante. C'était coûteux, épuisant et profondément exaspérant. Pendant que je menais la guerre des relations publiques, Maître Albright intensifiait la guerre juridique. L'impasse lors de la réunion lui a donné l'ouverture dont elle avait besoin. Ils ont refusé de négocier de bonne foi, m'expliqua-t-elle au téléphone. Alors maintenant, nous procédons à la communication formelle des pièces. Nous demandons au tribunal de les contraindre à produire leur dossier financier complet, non caviardé, des 10 dernières années, personnel, professionnel, tout. C'est la partie où ils commencent à vraiment sentir la pression. Elle a également commencé à rassembler méthodiquement nos propres preuves dans un dossier irréfutable. Elle a envoyé une demande formelle de déclaration sous serment à Thomas, le propriétaire de The Amber. Non seulement il s'est conformé, mais il a écrit un récit cinglant de 3 pages de toute la soirée, détaillant les commentaires prémédités de mon père et le comportement insensible de ma famille. Il était, selon ses propres termes, consterné et heureux de témoigner devant le tribunal si nécessaire. Ensuite, Maître Albright a appelé mon oncle James. James m'a appelé ce soir-là, et je pouvais entendre le poids du monde dans sa voix. « Ethan, je viens de raccrocher avec ton avocat. Elle est formidable. » « Je sais, dis-je. »« Oncle James, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à te faire prendre au milieu. » Je le pensais. La dernière chose que je voulais, c'était que ma guerre cause des dommages collatéraux à la seule personne de ma famille qui m'ait jamais montré un soupçon de gentillesse. Il resta silencieux pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. « Non, Ethan, dit-il finalement, sa voix chargée d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je dois le faire. J'ai été un homme tranquille toute ma vie. Je suis resté les bras croisés et j'ai regardé ton père malmener les gens, me disant toujours que ce n'était pas mes affaires. Je l'ai vu le faire à ses propres partenaires. Je l'ai vu le faire à notre mère, vidant ses économies après la mort de papa. Je suis resté les bras croisés. Je suis resté silencieux. Je ne le fais pas à nouveau. Pas cette fois. Pas quand il s'agit de toi. » Une semaine plus tard, une épaisse enveloppe FedEx arriva au bureau de Maître Albright. Elle provenait de l'oncle James. Elle contenait un trésor de documents qu'il avait conservé de son bref et désastreux passage au sein de l'entreprise de mon père il y a des années. Il y avait des courriels internes que Frank pensait avoir été effacés depuis longtemps, le montrant se vanter d'avoir utilisé mon argent d'investissement pour financer un voyage de luxe en Europe pour lui et ma mère. Il y avait des notes de service qui le montraient manipulant délibérément les chiffres pour cacher les pertes à ses autres investisseurs. C'était la preuve irréfutable, un schéma clair de fraude et de tromperie dans les propres mots de mon père. La dernière pièce du puzzle, celle qui a scellé leur sort, est venue, ironiquement, de ma mère dans une tentative désespérée et mal avisée de contourner les avocats. Elle a rompu l'accord de non-communication et m'a laissé un long message vocal décousu et rempli de larmes. C'était une symphonie de manipulation, un best-of de ces techniques de chantage émotionnel. « Ethan, chérie, c'est maman, commença-t-elle, sa voix se brisant déjà. Je ne sais pas pourquoi tu nous fais ça. Ton père, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne dort pas. Il mange à peine. Tu lui as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. Est-ce ainsi que tu nous remercies de tous les sacrifices que nous avons faits? Nous t'avons tout donné. Les meilleures écoles, de beaux vêtements, un toit sur ta tête. Nous nous sommes sacrifiés pour que tu puisses avoir une vie meilleure, et tu te retournes contre nous comme ça. C'était une performance digne d'un Oscar. Mais cette fois, je n'étais pas le public, j'étais le critique, et j'ai vu tous les trous dans le scénario. Les meilleures écoles étaient les écoles publiques locales. Les beaux vêtements étaient des vêtements de seconde main. Les seuls sacrifices avaient été les miens. Je n'ai pas supprimé le message vocal, j'ai enregistré le fichier audio et je l'ai transmis directement à Maître Albright. 1 heure plus tard, elle m'a appelé, et j'ai pu entendre une rare note de triomphe dans sa voix. C'est le clou du cercueil, Ethan, dit-elle. Dans ses propres mots, elle vient d'établir un donnant-donnant. Elle déclare explicitement que ses sacrifices lui ont donné droit à ton soutien. Elle a défini la relation comme transactionnelle. Nous avons l'humiliation préméditée au restaurant. Nous avons les dossiers financiers montrant l'exploitation.
Nous avons le témoignage d'un tiers. Nous avons la preuve de fraude de ton oncle. Et maintenant, nous avons ça. Ils n'ont absolument plus aucun terrain juridique ou moral sur lequel s'appuyer. Le siège silencieux avait échoué. Leur tentative de dernière minute pour détruire ma réputation n'avait fait que la renforcer. Et leur dernière tentative de manipulation émotionnelle venait de nous remettre notre arme la plus puissante. Nous n'avions pas besoin d'une autre réunion. Nous n'avions plus besoin de menaces. Maître Albright a compilé tout, le tableur, la déclaration sous serment, les courriels, le fichier audio, dans un seul fichier numérique complet. Une offre de règlement formelle a été rédigée. C'était simple, il signerait un accord juridiquement contraignant pour cesser toute forme de contact, direct ou indirect, à perpétuité, et renoncerait à toute réclamation future, financière ou autre, sur moi ou sur ma succession. En échange, nous ne procéderions pas à une action en justice publique et garderions sous scellé les preuves les plus accablantes de fraude. Le paquet a été envoyé par courriel à Henderson, leur avocat. Le message était clair, ils pouvaient accepter leur ruine privée et silencieuse, ou nous les traînerions sur la place publique et assurerions leur anéantissement complet et total. Le choix leur appartenait. La réponse du côté de mon père n'est pas venue sous la forme d'un accord signé ou d'une lettre d'avocat. Elle est venue comme un silence assourdissant. Pendant 6 mois, il n'y a rien eu. Pas d'appel, pas de texto, pas de critiques anonymes. Le siège silencieux était terminé. Il s'était retiré. Ces 6 mois ont été transformateurs. La bataille contre la campagne de diffamation de Derek, aussi stressante qu'elle ait été, m'avait forcé à être proactif et transparent. J'ai tenu des réunions avec mes principaux clients et même avec toute mon équipe. Je ne suis pas entré dans les détails sordides du drame familial, j'ai simplement énoncé les faits, mon entreprise et moi avons été la cible d'une campagne malveillante et anonyme de désinformation. C'est personnel, c'est laid, et c'est faux. Ma seule réponse est de continuer à faire le meilleur travail de nos vies et de laisser nos résultats parler d'eux-mêmes. Mon équipe s'est ralliée autour de moi. Mes clients, voyant mon honnêteté et notre engagement inébranlable envers notre travail, ont redoublé de loyauté. Nous n'avons pas seulement résisté à la tempête, nous en sommes sortis plus forts, plus unis, avec une réputation d'intégrité qu'aucun troll anonyme ne pouvait ternir. Mon entreprise a augmenté de 30% cette année-là. Mais le changement le plus important n'était pas professionnel, il était personnel. J'avais passé toute ma vie d'adulte à canaliser mon énergie et mes ressources dans un trou noir. Maintenant, avec ce trou noir scellé, j'avais un excédent des deux. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un incubateur local qui aidait de jeunes entrepreneurs défavorisés à concrétiser leurs idées. Je me souviens d'une jeune fille en particulier, une jeune femme brillante nommée Sophia, qui avait une idée d'application pour aider les familles à faible revenu à trouver des services de garde d'enfants abordables. Elle était passionnée et intelligente, mais elle était intimidée par le monde du capital risqué des plans d'affaires. Je ne sais tout simplement pas comment parler à ces gens, m'a-t-elle avoué un après-midi autour d'un café. Ils ont tous l'air si puissants. J'ai l'impression de devoir prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Ne le fais pas, lui dis-je, les mots venant d'un lieu d'expérience personnelle profonde. Au moment où tu commences à faire semblant, tu commences à perdre. Sois honnête, sois passionné, et surtout, connais tes chiffres. Connais ta valeur. Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu devrais être reconnaissante d'être simplement dans la pièce. Voir le feu dans ses yeux alors qu'elle absorbait ce conseil, la voir obtenir son premier cycle de financement d'amorçage quelques mois plus tard, cela m'a donné un sentiment de satisfaction plus pur que tout ce que j'avais jamais poursuivi dans ma propre famille. Je faisais enfin un véritable investissement, et les rendements étaient incommensurables. Les nouvelles de l'effondrement de mon ancienne famille sont venues en pièces détachées, comme des rapports d'un empire lointain et en ruine. La première pièce était un article qu'un ami m'a envoyé du Ridgeview Gazette en ligne, l'entreprise technologique locale Taylor Innovation dépose le bilan en vertu du chapitre 11. L'article était bref, citant une dette insurmontable et l'incapacité à obtenir un dernier cycle d'investissement privé. J'ai lu les mots, et je n'ai rien ressenti. C'était comme lire un bulletin météorologique d'une ville que je ne visiterai jamais. Quelques semaines plus tard, l'annonce Zillow est apparue dans mon fil d'actualité des médias sociaux, un fantôme algorithmique de mon passé. C'était ma maison d'enfance. Les photos étaient faites par des professionnels, mais stériles, montrant des pièces caverneuses et vides dépouillées des meubles ostentatoires de ma mère et des portraits autoglorifiants de mon père. Le piano à queue avait disparu. Les tapis persans avaient disparu. Il ne restait que l'enveloppe vide. Il la vendait à découvert,
une tentative désespérée de rembourser leurs créanciers. La perte de la maison, je le savais, serait un coup porté à l'ego de mon père dont il ne se remettrait jamais. La dernière communication, l'épilogue de toute cette saga sordide, est arrivée tard un mardi soir. C'était un courriel de Rebecca, envoyé d'une nouvelle adresse à l'allure anonyme. La ligne d'objet était vide. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais une curiosité morbide a pris le dessus. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Le courriel était court, mais chaque mot était dégoulinant d'une rage venimeuse et apitoyée sur elle-même. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu es assis là-haut dans ton appartement chic de Chicago, à nous regarder tous de haut, fier de ce que tu as fait. Tu as gagné. Tu as eu ta précieuse vengeance, alors maintenant tu es libre. Tant mieux pour toi. Mais c'est moi qui dois aller en voiture jusqu'à ce petit condo pathétique et dégoûtant loué qui sent les personnes âgées et les chèques tous les dimanches. C'est moi qui dois regarder maman pleurer dans son café instantané et regarder papa simplement fixer la peinture écaillée sur le mur. C'est moi dont le mari doit expliquer à ses donateurs pourquoi son beau-père est une honte en faillite. Tu t'en es sorti, Ethan. Tu t'es envolé. N'oublie jamais que certains d'entre nous sont encore piégés dans l'épave que tu as créée. Alors, dis-moi, qui est le vrai gagnant ici? J'ai lu le courriel 3 fois. Le manque de conscience de soi était époustouflant. Elle n'était pas fâchée qu'il m'ait exploité, elle était fâchée que mon refus d'être exploité ait brisé son monde confortable et privilégié. Dans son esprit, je n'avais pas échappé à un immeuble en feu, j'avais été celui qui avait allumé l'allumette. Mais elle avait raison sur une chose, j'étais libre. Et son courriel, à sa manière tordue, était la confirmation finale que j'avais fait la bonne chose. Son statut d'enfant chéri n'avait jamais été un privilège, c'était une prison, une cage dorée dans laquelle elle s'était volontairement enfermée. Elle avait si bien joué le rôle de la fille parfaite pendant si longtemps qu'elle ne savait plus qui elle était sans les applaudissements, sans le statut, sans la grande maison. Maintenant que la scène avait brûlé, elle était simplement perdue dans la fumée. J'ai ressenti un bref, fugace moment de pitié pour elle. Nous étions tous les deux des victimes de la même guerre, nous avions simplement été blessés de différentes manières. Elle avait survécu en devenant une collaboratrice, j'avais survécu en devenant un réfugié. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qu'elle ne pourrait jamais comprendre. J'ai fait glisser son adresse de courriel anonyme vers ma liste de blocage, un acte final et silencieux de rupture. Le silence qui a suivi n'était plus le calme étrange avant la tempête, c'était le silence profond, profond et bienvenu de la paix. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant depuis cette nuit à The Amber. Quand je regarde en arrière sur l'homme que j'étais alors, j'ai l'impression de regarder une vieille photographie d'un parent éloigné. Je reconnais le visage, mais je ne connais pas la personne. Cet homme était défini par sa relation avec les autres, un fils, un frère, une ressource financière. Il a passé tellement de temps à essayer de s'intégrer au rôle qu'ils avaient créé pour lui qu'il avait oublié comment être simplement lui-même. Ma vie aujourd'hui est plus tranquille, mais elle est infiniment plus la mienne. Mon entreprise continue de croître, construite maintenant sur une fondation de ma propre fabrication, pas une que j'essayais de réparer pour quelqu'un d'autre. Je fais toujours du bénévolat à l'incubateur. Regardez le lancement de l'application de Sophia le mois dernier, voir l'impact réel et positif qu'elle avait sur la vie des gens, m'a donné un sentiment de but qu'un siège au conseil d'administration en ruine de mon père n'aurait jamais pu me fournir. J'ai découvert que la paix n'est pas une destination à laquelle on arrive. Ce n'est pas un défilé de victoires triomphales. C'est un paysage intérieur calme que l'on apprend à cultiver. Elle se manifeste dans les petits moments. Comme cet après-midi, je me promenais dans Lincoln Park, me vidant la tête après une longue journée de réunion. La ligne d'horizon de Chicago était gravée sur un ciel bleu brillant, et l'air était rempli des sons d'une ville en pleine activité. Près de la lagune, j'ai vu un père avec son jeune fils, peut-être 5 ou 6 ans, essayant de faire prendre au vent un cerf-volant rouge vif. Le cerf-volant plongeait, et le garçon criait avec un mélange de frustration et de joie. Le père a ri, un son profond et facile, et s'est agenouillé, ajustant la queue. Un peu plus d'élan, mon pote, dit-il. Tu vas y arriver. À l'essai suivant, le cerf-volant a attrapé une rafale de vent et s'est envolé vers le haut, une tache de rouge sur le bleu. L'acclamation du garçon était pure et inaltérée. Le père rayonna, puis prit le garçon et le mit sur ses épaules, comme dans cette vieille photographie que j'avais laissée derrière moi dans cette chambre d'hôtel. Je suis resté là à les regarder pendant un moment, un étranger observant un moment simple et parfait d'amour. Et j'ai souri. C'était un vrai sourire, pas forcé,
pas pour le bénéfice de qui que ce soit, mais c'était un sourire complexe. C'était un sourire né d'une paix durement gagnée, mais teinté du fantôme doux amer d'une perte. C'était la reconnaissance silencieuse qu'il y a certaines choses qui, une fois brisées, ne peuvent jamais être parfaitement réparées. Je n'aurais jamais ce moment simple et sans complication avec mon propre père. Ce cerf-volant n'allait jamais voler. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais d'accord avec ça. Le chagrin n'était plus une plaie béante, c'était une cicatrice, une faible ligne argentée qui faisait maintenant partie de mon histoire personnelle. Ça ne faisait plus mal, c'était juste un rappel de comment j'étais arrivé ici. Je suis rentré chez moi, et sur une impulsion, j'ai ouvert mes fichiers chiffrés sur mon ordinateur portable. J'ai tapé le mot de passe, et le voilà, le tableur. 457 219,34 $. Il ressemblait à un document historique, un artefact d'une civilisation enfouie. Il avait été mon épée et mon bouclier, il avait été le catalyseur de ma libération. Mais son travail était terminé. Le garder maintenant, c'était comme garder la colère, et j'en avais marre d'être en colère. Ma dette n'était jamais envers eux, elle était envers moi-même, une dette de dignité, de respect de soi et de paix. Et cette dette avait finalement été payée. J'ai cliqué sur le fichier, mon curseur planant au-dessus. Je l'ai fait glisser sur l'écran jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la petite icône d'une corbeille. Une fenêtre de confirmation est apparue, comme c'est toujours le cas, êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement cet élément? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur oui. Le fichier a disparu avec un doux et satisfaisant ouch. Je me suis levé de mon bureau et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant l'étendue infinie et scintillante de la ville. Ma ville, ma vie, une vie que j'avais choisie, une vie pour laquelle je m'étais battu, une vie qui était enfin complètement la mienne. Et je n'ai pas regardé en arrière.